en manchette. Promotion Saguenay dans l'eau chaude après avoir octroyé un contrat de 42 000 $ à la firme de relations publiques TACT. Les employeurs en mode séduction plus que jamais pour attirer des étudiants diplômés et la ferme janoise Tournevent procède au lancement de sa toute nouvelle marque de commerce. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du mercredi 12 février 2020. Promotion Saguenay a octroyé 42 000 $ à la firme de relations publiques TACT pour un mandat d'accompagnement dans l'acceptabilité sociale. Ces fonds, en plus de ceux d'autres organismes, ont ultimement mené à la création du mouvement controversé « Je crois en ma région ». Alexandre Brière, faites-nous un compte-rendu de la situation. Eh bien, Elie, il faut savoir qu'il y a deux grands acteurs dans cette histoire-là. D'abord, il y a le mouvement Je crois ma région qui est né le 12 novembre dernier. Il consiste à prendre position en faveur des grands projets. On parle ici d'Ariane Phosphate, de BlackRock ou encore de GNL Québec, qui, ceux-ci, veulent s'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autre acteur, bien entendu, c'est Promotion Saguenay et son mandat, c'est de faire la promotion de la région de façon économique. Comme vous l'avez dit, Élie, Promotion Saguenay a octroyé 42 000 $ à TACT, une firme de relations publiques, pour l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que la population soit en avis avec les grands projets. Le problème ici, c'est que le mandat de Promotion Saguenay se limite à faire de son mieux pour développer la région économiquement. Promotion Saguenay est donc au cœur de la création du mouvement Je crois ma région pour faciliter cette acceptabilité sociale. Oui. Et vous avez assisté au conseil d'arrondissement de Jonquière hier soir. Comment les élus ont-ils réagi? J'ai d'abord rencontré Kevin Armstrong, qui est le conseiller du district numéro 4. Il pense que Promotion Saguenay doit faire la promotion, encore une fois, de façon économique seulement. Les élus se doivent de faire preuve de neutralité vis-à-vis des grands projets. Il va donc poser beaucoup de questions prochainement. D'ailleurs, M. Armstrong, lorsqu'on parle de neutralité, il souligne que Jean-Marc Crevier du district numéro 6, lui, est sur le conseil d'administration de Promotion Saguenay, et également Michel Potvin, qui est le bras droit de José Néron, également le maire suppléant et le président de l'organisme. Et Julie Dufour également, qu'on a rencontré, qui était beaucoup plus crue dans ses propos. On l'écoute là-dessus. Un peu dans le même sens de mon collègue. Pourquoi Promotion Saguenay a besoin d'acceptabilité des grands projets? Quand on parle de développement économique, c'est développement économique tout confondu sur le territoire dans toutes nos catégories. Donc, le mot « besoin », je pense qu'il faut qu'il soit défini. C'est pas l'argent public à faire la publicité pour les grandes entreprises privées. Ça, dans ma tête, à moi, c'est clair. Mais Mme Dufault et M. Armstrong étaient tous les deux pas au courant de la résolution qui a été prise. D'ailleurs, Mme Dufault nous a aussi dit hier que lorsqu'on pense aux grands projets, ceux-ci ont fait couler beaucoup d'encre, semer vraiment la controverse. Bien, là-dedans, il y a des études qui ne sont toujours pas finies. Elle dit même que c'est très malaisant de s'apercevoir que 6 mois plus tard, qu'un mandat sur l'acceptabilité sociale a été donné. Et de son côté, le conseiller Jean-Marc Crevier n'est pas du même avis que les deux autres personnes. En effet, Élie, puisque comme j'ai dit plus tôt, Jean-Marc Crevier est administrateur chez Promotion Saguenay. Il se plaint, entre autres, quant à la définition des grands projets. On l'écoute là-dessus. Au départ, quand on parlait de grands projets, là aujourd'hui, on parle juste de GNL. C'est juste ce projet-là qui est à la table. C'est ça qui est plate là, à l'heure actuelle. Moi, je trouve que le débat il est comme faussé à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. Par ailleurs, ma collègue Lilia Golin s'est entretenue avec le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, à ce sujet. On les écoute. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. On a pu lire ce matin dans le journal Le Quotidien que Promotion Saguenay a versé 42 000 $ à la firme de relations publiques TAC. Pourquoi aviez-vous besoin d'accompagnement pour faciliter l'acceptabilité sociale des grands projets? Oui, bien en fait, il faut se remettre un peu en contexte là, à l'époque, c'est pas si longtemps, il y a un an environ, là, on était un groupe d'organismes de développement économique qui souhaitions faire entendre nos voix concernant les grands projets industriels. On a fait quelques sorties médiatiques à ce moment-là, mais on sentait qu'on était vraiment clairement là. C'était des coups d'épée dans l'eau essentiellement, où on faisait des petites sorties médiatiques, c'était repris, puis dans le cycle de nouvelles, ça partait très rapidement. Donc, on sentait le besoin de se structurer davantage et d'être accompagné. Donc, on a mandaté une firme de relations publiques pour accompagner le groupe d'organisations de développement économique là, dans ce cheminement-là. Et est-ce que c'est dans la mission de Promotion Saguenay de faire une campagne de relations publiques sur un sujet qui est quand même très polarisant? Oui. En fait, la question est très bonne. Là. En fait, nous, ce n'est pas une campagne de relations publiques qu'on a fait, puis nous, ça s'insère dans la continuité de nos services. Comme je le disais ce matin, des intervenants, nous, on nous demande Promotion Saguenay sur des années, parce que de prospecter des grands clients industriels, généralement, ça prend plusieurs années. Dans le cas de BlackRock, ça fait 8 ou 9 ans qu'on travaille avec eux. Bien, on nous demande de voyager à travers le monde, de leur faire les yeux doux, de leur dire que Saguenay est un lieu accueillant pour implanter leur entreprise. Puis quand ils arrivent ici, bien évidemment, ils sont confrontés à des opposants catégoriques à ce projet-là. Donc, nous, tout ce qu'on souhaitait faire, c'est de dire à ces gens-là, bien écoutez, nous, on est une région ouverte aux grands projets industriels. Évidemment, vous aurez à faire vos preuves. Mais clairement, vous êtes les bienvenus malgré tout.
Et est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui a été fait concrètement par TAC avec le 42 000 $? Bien, en fait, c'est simple, c'est que TAC, nous, c'est vraiment des gens qui nous ont accompagnés tout au long du processus, donc le groupe d'organismes, pendant quelques mois. Ils nous ont aidés également à rédiger la documentation des éléments parce que nous, à l'interne, on n'avait pas ces ressources-là qui pouvaient nous accompagner. Surtout à ce moment-là, on avait des ressources en moins dans mon département de communication pour des raisons de congé maternité, X, Y, Z. Donc, c'est vraiment ça qui a servi, puis ils nous ont accompagnés jusqu'au lancement, je crois, ma région, là, au mois de novembre dernier. Et est-ce que vous pensez que ce serait important que le financement provienne majoritairement du domaine privé pour financer, je crois, en ma région, et non du domaine public? Écoute, la question, encore une fois, était très bonne. Nous, à l'époque, on s'est tourné vers le financement public parce que c'est les sources de financement qu'on avait sous la main. Moi, je pense que si c'est financé par le privé, un, ça va être beaucoup moins transparent. Et deux, on va toujours accuser le privé de travailler dans ses intérêts. Donc, moi, je pense qu'en le faisant de façon publique, toutes les résolutions qu'on vote sont disponibles à ceux qui en font la demande. Les montants qui sont payés sont transparents. Fait que moi, je pense que de le faire d'une façon aussi ouverte que ça, je pense que c'est bénéfique pour toutes les parties. Là. Et est-ce qu'il y a du domaine privé qui finance, je crois, en ma région? Non, absolument pas. Malgré les suspicions, là, il y a les gens qui accusent les gens qu'on est financé par des grands projets. Si nous, on est un organisme public, ça paraîtrait dans nos états financiers qu'on reçoit des sommes de quelqu'un. On est quand même audité une fois par année et le vérificateur général là, fait aussi une vérification diligente sur tout ce qu'on fait. Donc, ça serait impossible de recevoir des sommes directement d'une entreprise privée. Là. Et on sait que le projet de GNL Québec occupe une place importante des grands projets qu'on appelle. Avec du recul, croyez-vous qu'il y aurait été important d'attendre les confirmations du BAP avant de verser ce 42 000 $-là? Bien, en fait, nous, comme je dis, le message qu'on va envoyer est indépendant de ce que GNL va faire ou ne fera pas. Là. Nous, ce qu'on dit, c'est que la région est prête à recevoir des grands projets, peu importe la nature. Ce qui est important, c'est que le promoteur se soumette aux instances réglementaires en place, puis qu'éventuellement, s'il est pour se construire ou ne pas se construire, bien, que les décisions soient faites en fonction d'un processus et non en fonction d'une opposition systématique là, à la venue de ces projets-là. Et je crois que ma région a été créée il y a 3 mois à peine. 3 mois hier. Et ça a suscité beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre, ce mouvement. Ça a créé de la colère chez plusieurs citoyens. Auriez-vous aimé un meilleur départ? Bien, on souhaite toujours le meilleur des départs, mais évidemment, je pense que l'intention est toujours là. Évidemment, on a pris acte de ce qui était des commentaires qui ont été véhiculés de part et d'autre. On va ajouter le tir, c'est clair, mais justement, vous l'avez mentionné, ça fait 3 mois qu'on existe, c'est-à-dire que c'est très récent, malgré tout. Là. Puis on est un groupe d'organisations qui n'avait jamais travaillé ensemble non plus avant, fait qu'on apprend aussi à se connaître puis à travailler là-dedans. Fait que je pense qu'effectivement, on va ajouter le tir, puis qu'on souhaite toujours le meilleur des choses. Puis je pense qu'effectivement, ça va s'améliorer même là, avec le temps. Oui. Et le conseiller municipal, Jean-Marc Revillier, disait hier que si c'était à refaire, il n'investirait peut-être pas le 42 000 $. Vous, qu'en pensez-vous? Bien, écoute, je ne sais pas si je parle à Jean-Marc Revillier, le membre du conseil d'administration de promotion Saguenay, ou Jean-Marc Revillier, le conseiller municipal, là, mais nous, on a une résolution unanime là, de mon conseil d'administration pour la dépense, puis on en discutait en conseil d'administration. Là. Et en terminant, Promotion Saguenay a déjà remis 42 000 $ pour le projet, je crois, en ma région. Est-ce qu'il va en avoir davantage? Est-ce que vous allez verser davantage d'argent? En fait, nous, toutes les dépenses qui ont été faites et lesquelles on a demandé, ça a été public. On avait budgété un montant de 100 000 $ en 2019 pour ce projet-là. Donc, il y a une partie des salaires qui était à Mme Trudel, une partie à une firme de relations publiques. C'est clair qu'en 2020, il n'y aura pas de somme versée à une firme de relations publiques. Leur travail est fait. Donc, on continue de façon autonome. Il va y avoir d'autres dépenses, effectivement, qui risquent d'être faites à ce moment-là, mais dans d'autres secteurs là, qui vont mieux servir le mouvement. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je m'entretenais avec le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé. L'Association des diplômés de l'UQAC a dû refuser près de 20 formulaires d'employeurs pour participer au Salon de l'emploi en raison du trop grand nombre de demandes. L'agent de liaison de l'association, Samuel Taillon, explique ce problème par la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le Québec. Le salon a également été marqué par l'absence de GNL Québec, qui s'est désisté en fin de journée hier par peur de perturber l'événement. Un reportage de Gabrielle Morissette. Ce sont les employeurs qui doivent remplir un formulaire pour participer au Salon de l'emploi de l'UQAC. Cette année, ils étaient 50 à être installés au centre social de l'université. Cependant, depuis 2 à 3 ans, l'association n'a pas assez d'espace pour tous les accueillir. Le contexte d'emploi a un peu changé. Avant, on pouvait dire que c'était une campagne de séduction des chercheurs d'emploi vers les entreprises, leur dire « choisissez-moi ». Maintenant, c'est vraiment l'inverse. Donc, j'aime pas le mot, mais c'est un peu du magasinage, entre guillemets. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les employeurs sont en mode séduction. L'association demande aux étudiants ce qui les attire chez les entreprises et les réponses sont ensuite transmises à ces dernières pour qu'elles puissent mieux s'outiller pour cette journée importante de recrutement. Les étudiants, ce qui les intéresse beaucoup, c'est des entreprises qui offriraient, mettons, des valeurs écologiques, des entreprises qui donneraient,
par exemple des horaires flexibles de travail. Donc ça, c'est toutes des informations qu'on va récolter auprès des finissants puis des diplômés, en fait tout le monde qui ont répondu, qui participera à l'événement, et on les donne ensuite aux recruteurs pour leur dire, regardez, ça c'est la nouvelle génération de finissants qui vont être sur le marché du travail bientôt. Si vous voulez les charmer ou vous démarquer parmi les autres kiosques au Salon de l'emploi, voici qu'est-ce qu'ils aimeraient y retrouver. Les employeurs vont jusqu'à changer leurs méthodes pour attirer les jeunes chez eux. Donc, nos méthodes sont adaptées aussi. Puis la profession comptable en cabinet a changé depuis les dernières années. Ça nous permet là, d'être plus près de notre clientèle, là, qui sont les étudiants. Là. On accueille beaucoup plus de stagiaires qu'avant dans pas mal tous les corps d'emploi. On essaie d'avoir des liens de plus en plus avec les établissements scolaires pour générer des stages. Oui, effectivement, on a à séduire plus nos candidats. Près de 1000 étudiants se sont présentés aujourd'hui à la 41e édition du Salon de l'emploi de l'UQAC. Gabrielle Morissette, ATM Nouvelles, Saguenay. Bernard Gaudreau, cet ex-chauffeur d'autobus scolaire qui avait plaidé coupable à des accusations d'agression et d'attouchement sexuel, a reçu une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des gestes commis entre 1997 et 2018. Ces victimes, des fillettes âgées entre 8 et 14 ans, étaient dans la salle du palais de justice de Chicoutimi lorsque la peine est tombée. Plusieurs d'entre elles avaient avoué être traumatisées à jamais par les événements. Le juge a déclaré que les risques de récidive sont modérés, notamment en raison de la demande de Gaudreau d'être incarcéré. Un tout nouveau baccalauréat en informatique de la science des données et de l'intelligence d'affaires verra le jour à l'Université du Québec à Chicoutimi pour la session automne 2020. Il s'agit d'un programme unique au Québec au niveau du premier cycle universitaire. Jérémy Bezeau, à quoi va ressembler ce baccalauréat? En fait, c'est un baccalauréat d'une durée de 3 ans qui était à la base un bac en informatique de gestion, mais qui était considéré plus à jour sur plusieurs points. Je me suis entretenu avec le directeur du module informatique et mathématiques de l'UQAC, M. Bruno Bouchard. Il m'a mentionné qu'il y avait eu beaucoup de modifications importantes justement pour faire de ce programme un programme qui est au goût du jour de 2020, notamment dans le monde de l'industrie 4.0. Il y a eu une demande justement du milieu du travail de créer ce genre de cours et l'UQAC justement a répondu présent en le créant. Et justement, il y a beaucoup d'expertise de travail dans ce milieu-là. On peut penser notamment au traitement de stats avancés, développement de systèmes de l'information, l'intelligence artificielle et on en passe. Et jusqu'à présent, est-ce que le nombre de demandes d'admission va de bon train? Eh bien, la réponse est excellente, Élie. Il y a déjà plus d'une centaine, justement, de demandes d'admission qui ont été faites en vue de rentrer à l'automne prochain. Bruno Bouchard a passé, justement, en revue tous les programmes similaires, justement, au programme qu'il lance à l'automne prochain. Partout en Amérique du Nord, il a tenté de voir plusieurs sondages et ce qu'il conclut, en fait, c'est qu'il y a un besoin criant dans ce domaine-là et c'est pour ça qu'il y a la création de ce programme-là aujourd'hui. Et le programme n'est pas contingenté, ça prend seulement une cotère de 23. La raison est simple, eh bien, on veut avoir le plus de gens possible qui vont s'inscrire et on écoute justement Bruno Bouchard. Bonne et simple raison qu'on a plus de besoins au niveau des emplois qu'il y a d'étudiants dans les programmes, donc on ne contingente pas les programmes. Et est-ce que Bruno Bouchard pense être en mesure d'attirer beaucoup de gens de l'extérieur de la région? Eh bien, on sait qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans la région et Bruno Bouchard pense qu'il pourra attirer entre 30 et 40 du total en étudiants internationaux. Et étant donné qu'il s'agit d'un nouveau programme, est-ce qu'il y aurait des avantages pour les gens qui ont déjà un baccalauréat dans le domaine de l'informatique rapidement? Oui, en fait, ils pourront le faire en seulement 2 ans, étant donné qu'ils vont se faire créditer environ 10 cours. Excellent. Bien, merci beaucoup, Jérémy Bezeau. Ça fait plaisir. Une voiture a embouti l'arrière d'un autobus scolaire sur le boulevard Auger à Allemand ce matin. L'autobus, qui débutait son parcours, transportait 3 élèves de l'école Saint-Pierre d'Allemand. Selon la Sécurité du Québec, la conductrice de la Toyota Yaris rouge n'aurait pas vu l'autobus et n'aurait pas aperçu l'autobus scolaire qui était à l'arrêt pour faire monter des étudiants. Aucun élève n'a été blessé gravement, mais l'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital par mesure préventive. La conductrice de la voiture qui a embouti l'autobus a elle aussi été transportée à l'hôpital pour soigner des blessures mineures. Pratiquer une agriculture biologique permettrait de rendre accessibles les produits du terroir saguenéen.
Voilà la mission que s'est donnée la ferme Tournevent d'Héberville en développant sa marque de commerce. Ces valeurs auront même permis à l'entreprise de voir ses huiles de lin et de cameline, une plante s'appartenant au lin, être sélectionnée au sein du programme pan-canadien des épiceries Métro. C'est ce soir qu'avait lieu le lancement officiel des produits Tournevent qui font, par le fait même, leur entrée dans les marchés de la région. Un reportage de Pierrick Pichette. En développant ses huiles, grains, légumineuses et produits d'ail, la ferme Tournevent, basée à Héberville, a fait de la mise en valeur des produits de la région une priorité. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser le potentiel des ressources qu'on a ici à l'intérieur de la région. Donc ici, il y a par exemple comme le canola, qui sont des cultures qui poussent vraiment bien dans notre climat. Cependant, se contenter d'encourager l'industrie locale n'était pas suffisant pour cette entreprise en marche depuis 2014 qui a souhaité se doter d'un pouce vert. On a voulu éliminer le plastique, entre autres. Donc, on a tout converti nos sacs de détail pour des sacs qui sont compostables, qui proviennent à 100% de sources végétales et qui sont compostables dans le compost de monsieur, madame, tout le monde dans les 9 à 12 mois. Le couple de propriétaires se dit d'ailleurs très fier de voir ces produits séduire si rapidement les marchés provinciaux alors qu'ils ne sont en transformation que depuis avril dernier. Tout récemment, on a été sélectionné dans le planogramme pan-canadien de Métro pour 2 produits, entre autres. Donc, je vous annonce ce scoop-là, qui va être l'huile de lin et l'huile de cameline qui ont été sélectionnés. Outre cette reconnaissance obtenue à l'échelle canadienne, les produits Tournevent ont également réussi à se tailler une place sur les étagères des 8 supermarchés Santé Avril de la province. Alors établis dans 48 marchés au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans 41 autres à l'extérieur de la région, les produits Tournevent souhaitent faire leur entrée dans plusieurs autres marchés de la province au cours des prochains mois et des prochaines années. Pierrick Pichette, ATM Nouvelles, Héberville. Les députés bloquistes de la région, Mario Simard et Alexis Brunel-Duceppe, déplorent que des intérêts pétroliers passent avant ceux de l'aluminium. De passage devant le cercle de presse de Saguenay, ils ont également reproché au député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord, Richard Martel, de ne pas s'impliquer avec eux dans la promotion de l'industrie de l'aluminium. Antoine Pellanraté, quels sont les impacts de l'industrie pétrolière sur celle de l'aluminium? Eh bien, pour le député de la circonscription de Jonquière, Mario Simard, il y a un problème à Ottawa, à la Chambre des communes, ça, celui du silence, puisque plusieurs industries ont de la difficulté à se faire entendre parmi le vacarme que provoque l'industrie pétrolière. On parle ici de l'industrie de l'aluminium, mais aussi de l'industrie forestière et de l'hydroélectricité qui est fortement présente sur le territoire. Également, lui et son collègue dans la circonscription du Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe, déplorent que plusieurs investissements dédiés à l'industrie de l'aluminium se sont retrouvés dans les poches de GNL Québec et de Trans Mountain. Les bloquistes veulent aussi se mettre dans une posture de proposition, notamment au sujet de l'ALENA. Depuis sa ratification sous le nom de l'ACUM, il y a une certaine compétition avec l'aluminium chinois. Et pour remédier à ces problèmes, les 2 politiciens ont discuté avec la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, afin de remédier à ce problème. On écoute justement le député de Jonquière au cercle de presse ce matin. Ils ont réussi à trouver dans la mise en application une façon de faire pour gommer cette brèche-là. On a trouvé le chemin, on l'a présenté à Mme Freeland, elle s'est dit prête à discuter de ça. Et... Antoine, que reproche-t-il exactement à Richard Martel? Eh bien, il faut se mettre en contexte. Depuis le mois de décembre, les 2 députés bloquistes du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, font le tour de la Côte-Nord et de la région ici même pour visiter certaines alumineries et pour connaître les problèmes de l'industrie. Malheureusement, Richard Martel ne s'est pas joint à eux et selon Mario Simard, il a préféré tenir des propos moins acceptables. Mais à tous les fois qu'il se lève en chambre, je dirais 80% du temps, ce n'est que pour parler de pétrole. Ça fait la démonstration des intérêts divergents entre le Québec et le reste du Canada. Donc, on devrait voir Richard Martel se présenter au cercle de presse le 4 mars prochain. Pour l'instant, le député de Jonquière, Mario Simard, ainsi qu'Alexis Brunel-Duceppe de la circonscription du Lac-Saint-Jean devraient continuer leur tournée de la province de Québec dans les alumineries. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. La comédienne Debbie Lynch White, connue pour son rôle dans La Bolduc et dans Unité 9,
sera la porte-parole du souper-conférence organisé par le collectif du 8 mars de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Cette activité sera présentée en marge de la Journée internationale de la femme qui se tiendra le 6 mars à l'Hôtel universel d'Alma. Un reportage de Marie-Pierre Lebrun. C'est plusieurs organisations qui se sont réunies ensemble depuis maintenant 30 ans pour organiser la Journée internationale du droit des femmes. Le choix de la porte-parole s'est fait en raison de ses valeurs et de son implication. En fait, Debbie, c'est une femme qui s'intéresse à plusieurs causes sociales. On l'a vu beaucoup dans l'unité 9 et la Bolduc. On trouve qu'elle dégageait au niveau de son assurance, sa confidenalité, sa voix qui est chaleureuse. On trouvait que ça nous ressemblait un petit peu au niveau des valeurs du Lac-Saint-Jean. Donc, on a pensé à elle et puis elle a accepté l'invitation. C'est un thème et un visuel très évocateur pour le slogan « Féministe de toutes nos forces ». Féministe de toutes nos forces, ça représente qu'il y a encore des luttes à mener. On en a beaucoup de gagnés, mais évidemment, il y a encore du chemin à faire. Féministe de toutes nos forces pour continuer d'être dans l'action, la mobilisation également. C'est-à-dire, comme femme, j'avais comme besoin d'un plus. Et puis, j'étais bien contente que ça existe. Pendant le souper-conférence, le collectif invitera les femmes à participer à une campagne de cartes postales destinée à la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. Ce sera l'occasion d'indiquer les raisons pour lesquelles les femmes trouvent important d'avoir un gouvernement ayant des valeurs féministes. Moi, dans mon cas, je dirais féministe de toutes nos forces parce que on a des filles et des petites filles. C'est dans ce sens-là, moi, que je vais compléter. Ça fait que chacune va mettre sa couleur. C'est vraiment une réussite là, en tant que vie. Puis là, je viens vraiment participer aux activités pour poursuivre mon épanouissement, mon plaisir de vivre. Depuis 30 ans, le collectif du 8 mars d'Alma a offert des rendez-vous annuels. Ici Marie-Pierre Lebrun, ATM Nouvelles, Alma. La cybersécurité est un enjeu primordial dans le monde entrepreneurial d'aujourd'hui. Avec les entreprises qui subissent de plus en plus de cyberattaques à chaque année à travers le monde, l'importance de bien se protéger est devenue capitale. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord a offert ce matin à l'hôtel Chicoutimi une conférence sur le sujet. Un reportage de Michael Leblanc. Le rendez-vous technologique de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord, qui avait lieu aujourd'hui, avait pour but de sensibiliser les entrepreneurs de la région à l'importance d'avoir un service de cybersécurité efficace. Le dirigeant spécialiste en cybersécurité des sociétés Infidem et Forensic, Mathieu Chouinard, a livré une conférence à plusieurs entrepreneurs de la région intéressés à en savoir plus sur les différents problèmes qui peuvent être occasionnés lors d'une brèche de sécurité de réseau. Les rançongiciels, les ransomware, c'est une menace qui est très courante, qui est relativement facile à exécuter, pour lesquelles pas mal toutes les organisations sont à risque, parce qu'on dépend aujourd'hui des systèmes informatiques, on dépend des informations numériques. Au cours de sa présentation, M. Simard a illustré ses propos et l'importance de bien se protéger à l'aide d'exemples notables qui se sont produits au Québec au cours des derniers mois, dont le vol de données chez Desjardins, ainsi que l'attaque d'un rançongiciel dont a été victime la compagnie Bouygues. Donc, la compromission de nos courriels d'entreprise, c'est la deuxième source vraiment très importante de détournement d'argent, parce qu'à peu près tout se passe par nos courriels aujourd'hui dans nos organisations. On envoie des factures, on reçoit des factures, on fait des transactions, on envoie nos numéros de compte bancaire, on transige avec nos clients par courriel. Et donc ça, c'est une source qui est en forte croissance depuis 2 ans, reliée directement avec le mode info-nuagique. Il sera donc intéressant de voir comment les entreprises de la région feront face à cette nouvelle menace. Michael Leblanc, ATM Nouvelles, Saguenay. La compagnie de théâtre du Faux-Coffre recommence un nouveau cycle avec 8 représentations de la pièce Jean Vaillant à la salle Murdoch au Centre des arts et de la culture à Chicoutimi jusqu'au 21 février. Ayant pour thème la lutte contre le décrochage scolaire, ce sont 3 clowns noirs de la troupe qui jouent sur une scène une quinzaine de personnages pour une durée d'1h10. Édouard Sanger, que représente Jean Vaillant dans cette pièce? En fait, Élie, Jean Vaillant, c'est plusieurs personnages qui existent dans le monde réel. C'est un sportif, c'est un scientifique. Pour les clowns noirs, c'est un personnage fictif qui représente la déchéance, sa descente aux enfers par rapport à ce qu'il a décroché le cadre scolaire. Il va prendre la drogue, il va faire des boulots merdiques, il va aussi devoir se faire manipuler par du monde très peu recommandable. Et c'est le cas que dirait le rédacteur des textes, Martin Giguère, par rapport à avoir son diplôme.
Et qui sont... Vieille animation, vieille. C'est une animation qu'on avait depuis longtemps et qu'on tournait, puis là, on trouvait que ça pourrait faire un bon show. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. Et Édouard, qui sont les comédiens dans la pièce? Ils sont au nombre de 3, donc Diogène qui est joué par Martin Giguère. Il y a aussi Trac et Grosso Modo qui vont être de la partie. De quelle façon le public participe avec les comédiens? Alors tout d'abord, le théâtre du Focoff a une façon particulière d'amener son public. Comme en attendant le dégât d'eau, ils ont demandé à avoir une boîte de concert pour des prix réduits. Il n'y en aura pas malheureusement. Ils doivent s'habiller de façon rétro pour retrouver leurs souvenirs d'enfants. Et aussi l'improvisation va être de mise pour la pièce de théâtre. Et Édouard, pourquoi recommence-t-il la pièce? Alors, tout d'abord, cette pièce, elle a 1 an. Ça a été commencé en octobre 2018. C'est à part d'une animation qui était sur le thème du décrochage scolaire. Et aussi, c'était un brouillon, comme le confirme Martin Giguère. Vieille animation, vieille. C'est une animation qu'on avait depuis longtemps et qu'on tournait, puis là, on trouvait que ça pourrait faire un bon show. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. Savons-nous quels seront les prochains projets des Clowns Noirs? Alors oui, alors tout d'abord, pour souligner les 15 ans du théâtre du Focoff, les Clowns Noirs vont faire pour l'automne prochain leur pièce de théâtre Apocalypse, le dernier clown noir. Et aussi, on va aussi avoir des pièces de théâtre solo comme les lectures de Diogène. Et aussi, nous allons avoir en exclusivité pour l'hiver 2021 une nouvelle pièce de théâtre des Clowns Noirs. Merci beaucoup, Édouard. Ça fait plaisir. L'Auberge de jeunesse Aventure Rose des Vents fera un vernissage grand public le 13 février à 17h pour exposer les œuvres de Marisal Grenon. Faisant carrière en Suisse depuis quelques années, le Roserain revient en force pour présenter 13 œuvres. Dessins, gouache, pastel et fusain sont les méthodes utilisées pour son travail. Sur des toiles de 20 pouces par 26, l'artiste représente les thèmes du corps humain, des objets ainsi que le mouvement. C'est l'heure des décisions pour le nouveau metteur en scène de la fabuleuse histoire d'un royaume, Jimmy Doucet. Le Dolmissois prépare actuellement la 35e édition de La Fabuleuse, une nouvelle monture du spectacle que Diffusion Saguenay entend revamper au cours des 3 prochaines années. M. Doucet s'est entretenu cet après-midi sur les planches de la scène du théâtre du Palais municipal de la Baie avec notre journaliste Ariane Bellan. Monsieur Doucet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez dit que vous souhaitiez rajeunir la production de La Fabuleuse, qui est à sa 35e édition. Comment est-ce que vous pensez vous y prendre? En fait, on va la moderniser. C'est peut-être un meilleur mot que rajeunir. L'important pour moi, c'est de garder quand même l'essentiel qui est en place parce qu'il y a des gens qui ont travaillé 32 ans là-dessus. Donc, c'est un spectacle qui a une histoire. Moi, je suis en place depuis 1 an pour apprendre à comprendre la machine, comprendre justement l'historique de ce spectacle-là. Et mon objectif, c'est justement de moderniser le spectacle sans aller changer l'essence même de ce qui a fait qu'en fait, il y a eu des gens, il y a eu des millions de spectateurs qui sont venus. Donc, je serais qui, moi, pour prétendre que je ferais une meilleure job que tout le monde? Je pense que c'est important de respecter tout ce qui a été établi avant et puis d'apprendre à, justement, de prendre le temps de le réfléchir pour qu'on lui donne, oui, une nouvelle twist, un peu 2020-2025, mais ça reste que la recette est là et elle fonctionne. Je la comprends pas toujours, cette recette-là, mais bon, il y a 35 000 personnes qui sont venues lors de la 30e. La recette doit être très bonne. Qu'est-ce que vous voulez dire justement par moderniser? Est-ce que c'est dans les changements de certains tableaux ou encore dans les technologies utilisées? Oui, c'est un peu de tout. En fait, présentement, j'étudie beaucoup de technologies. On m'explique toutes sortes d'affaires qu'on peut faire. Maintenant, c'est quand même pas... on ne prend pas la première technologie du bar. Il faut évaluer à quel point ça va servir au spectacle. Si c'est pour faire un seul moment de 30 secondes, il ne faudrait pas mettre trop d'argent là-dedans, là, on se comprend. Donc, c'est d'évaluer ça. Je pense que la modernité, c'est aussi justement dans, oui, de nouveaux tableaux, mais aussi peut-être en voyant les anciens tableaux aussi avec une perspective 2020. C'est des tableaux quand même qui ont été créés en 88. Il y a même des tableaux qui sont inspirés du pageant qui avait eu lieu en 1935 dans la région. Donc, on commence à parler des choses qui datent. Et il n'y a pas beaucoup de place dans le spectacle pour l'industrialisation. Quand même, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est industrialisée, tout ça. Fait que,
Il y a tout ça à voir. Moi, présentement, là, j'ai un document de 60 pages. C'est une liste d'épicerie de tout ce que je verrais qu'on pourrait faire. Mais maintenant, bien, pour pas faire... j'appliquerai pas les 60 pages. Il faut faire des choix. Il faut analyser tout ça. Alors, c'est un peu ça qu'on fait présentement. On analyse mes 60 pages un peu à chaque jour. Là, comment vous pensez procéder justement pour sélectionner qu'est-ce qui va être dans le spectacle? Oui, bien en fait, on regarde beaucoup parce que moi, j'ai toute une équipe là, avec moi. Là, fait que, bon, bien, la directrice de production va aller vérifier combien ça peut nous coûter de faire ça. Après ça, bien, je vais analyser avec, tu sais, c'est niaiseux, mais mettons qu'on se met... j'ai une technologie qui n'existe pas au Canada encore. Bien, elle existe, là. Elle n'est pas utilisée au Canada encore. Et ça demande quand même une méga structure. Et là, bien, je m'informe. Puis à un moment donné, on va faire OK, cette structure-là, elle va briser. Il faut faire venir un gars d'Allemagne parce qu'il n'y a personne qui peut réparer ça au Québec. Fait que là, il faut faire venir un gars à chaque fois. Bien là, puis ça a l'air que ça brise de temps en temps. Là, tu fais non, OK, on ne s'embarque pas dans une affaire. Tu sais. C'est tout plein de choses comme ça, plein de surprises qu'on découvre à force d'analyser chacun des points que j'ai notés. C'est quoi le plus grand défi de reprendre un spectacle de cette envergure-là? C'est de s'adapter au spectacle parce que moi, normalement, je crée mes spectacles. Ça fait 20 ans que j'ai une entreprise. J'ai toujours créé mes affaires. Mais là, on s'entend que j'arrive dans une machine qui fonctionne déjà et il faut que j'apprenne à la connaître. On ne peut pas faire n'importe quoi avec tout ça. Il y a des gens en place qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, j'arrive, je fais « Ah, je suis le metteur en scène. OK, toi, tu vas là, toi, tu vas là. » Bien, oui, on peut faire ça, mais sauf que si on arrive à bien comprendre cette machine qui est la fabuleuse, bien, on va être capable de l'opérer beaucoup mieux et de le faire avec beaucoup de plaisir et de bonne humeur, si on veut. Puis vous avez reçu la nouvelle cette semaine, comme quoi il y a une aide financière de 1,2 million qui va être octroyée au spectacle. Comment on reçoit ça quand on est un metteur en scène? En fait, je savais, on m'en avait parlé déjà depuis le début parce que quand même, la Fabuleuse, il y a beaucoup de monde. Là, fait que c'est pas juste du financement qu'ils sont allés chercher, il y a du financement qui vient vraiment du spectacle. Là. Et on m'avait déjà parlé de ça, mais ce qu'on m'avait dit au départ, c'est qu'on ferait une grosse révolution au 35e. Mais là, ils voyaient mes idées, puis là, à force de parler, toute la gang, on a fait, bien, pourquoi pas changer ça de façon évolutive et de, justement, appliquer certains changements déjà cette année. C'est plus le fun pour les gens qui veulent venir voir le spectacle parce que déjà, on va avoir quelques nouveautés cette année, encore plus de nouveautés l'autre année d'après, encore plus de nouveautés. Donc, c'est ça, c'est super. Moi, j'ai toujours travaillé avec des budgets qui étaient tout petits. Alors, on s'entend que je trouve que c'est une opportunité vraiment intéressante qu'on me donne de pouvoir faire quelque chose de gros comme ça. C'est vraiment le fun. Je ne cherchais pas ça dans la vie. Là. Moi, je veux juste être heureux. Là. Mais là, on me dit, bien, gars, tu veux-tu faire ça? Oh, 1,2 million. Oh, on va faire quelque chose avec ça. Ça devrait être très intéressant. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Et merci beaucoup, M. Doucet. Ça m'a fait plaisir. Je m'entretenais avec Jimmy Doucet, le metteur en scène du spectacle La Fabuleuse. La LHJMQ tiendra la semaine prochaine une réunion qui pourrait marquer l'histoire alors que les propriétaires des 18 équipes du circuit Courteau seront appelés à se prononcer sur l'adoption de règlements visant à abolir les bagarres à compter de la saison 2020-2021. Laurent Théoret, qu'est-ce que l'abolition des bagarres entraînerait dans cette ligue? Donc oui, premièrement, Élie, la Ligue aurait besoin de 2/3 des voix pour que le règlement passe, c'est-à-dire 12 voix sur 18 pour les équipes. Si elle passe, la LHJMQ serait le premier circuit junior majeur canadien, justement, à abolir les bagarres et à expulser des joueurs s'ils jettent les gants. On le sait, la Ligue veut, depuis quand même quelques années, abolir ces bagarres-là pour protéger ces jeunes joueurs. Et la position de la LHJMQ est claire, mais qu'en est-il des dirigeants du circuit? Donc oui, on a vu ce matin que le Phoenix de Sherbrooke s'était prononcé sur le site de Radio-Canada. Il voulait abolir les bagarres, justement. Et on a essayé de joindre toutes les équipes du circuit aujourd'hui avec mon collègue M. Brière. Et donc, on a le Jacques Tanguay, le propriétaire des Remparts de Québec, s'est prononcé aussi et voulait abolir les bagarres. Et ça va dans la même direction pour les Sags. On écoute Yannick Jean. Je suis totalement en faveur, j'ai pas de problème avec ça. Qu'un joueur soit sorti d'une rencontre si jamais il y a une bagarre. C'est un sujet qui m'a toujours préoccupé dans les dernières années. C'est nous-mêmes qui avons
entrepris des démarches au niveau des membres dans les dernières rencontres, puis on ne changera pas notre fusil d'épaule de ce côté-là. On pense que les bagarres doivent être abolis. Laurent, on connaît la position des Remparts de Québec et des Saguenayens de Chicoutimi, mais qu'en est-il des autres formations? Oui, du côté de la formation des Sea Dogs de Saint-John, on veut vraiment protéger les joueurs, donc on va aller dans le sens de la ligne. Du côté de Gatineau et Rouyn-Noranda, on n'est pas prêt à statuer une position, donc on va avoir des rencontres pour se faire une position. Pour Victoriaville et Bécomo, on ne veut vraiment pas commenter le dossier. Et pour les autres équipes, on n'a pas eu de réponse, là. Et d'ailleurs, à ce sujet, mon collègue Michael Fréchette est allé songer la population s'ils étaient pour ou contre les bagarres dans la LHJMQ. On entend ce qu'ils ont à dire. Les bagarres, ça n'en prend pas. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime ça du jeu rude, mais pas de bagarre. Ben, ça donne un bon show, mettons, c'est plus sur le spectacle. Là. Ouais, ça... Aussi pour défendre plus. Moi, je suis pas pour ça parce que des fois, ils se ramassent avec des commotions cérébrales, ce genre de choses-là. Puis je suis pas pour ça parce que bien souvent, le joueur qui est très bon, il perd plusieurs semaines. Là. Oui, parce qu'on est des hommes, puis on est supposé d'être dans le feu de l'action. C'est impossible qu'il n'aille pas. Bien, j'ai longtemps été pour les batailles au hockey, mais je trouve qu'aujourd'hui, je te dirais que quand c'est vraiment dans le feu de l'action, une bonne mise en échec par derrière, de quoi de même, on se défend, c'est correct. Mais bagarre, à la mise au jeu, on lâche les gants. Ça n'a plus de sa place pantoute. Le hockey a changé. Ah là, c'est pas de la bagarre, là. C'est des poignées de gilet, c'est vrai. Regarde-là, quand ils se battent, poigne le gilet, mais si ton battant, il arrête. Moi, je me battais quand j'étais plus jeune, mais quand j'en donnais un, il était sur le dos. Pas nécessairement. Pas nécessairement? Non. J'aime ça de temps en temps, là, mais quand c'est deux bons batailleurs, pas un bon avec un jeune, là. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça cause des problèmes, puis à long terme, tu peux rester des séquelles, là. C'est sérieux, là. Fait que faut faire attention. C'est pas acceptable. Les parents aident pas non plus, hein, ils poussent les jeunes beaucoup à prendre ta place, sans ça, tu vas te faire passer. L'agressivité n'apporte pas rien que des jeunes. Ouais. Ouais, pourquoi? Ben, je sais pas, des fois tu te défends, là. Genre, des fois, genre, ton goaler, il est tout seul, puis là, il essaie d'empêcher les pucks, puis là, tu te défends, genre, tu défends ton goaler. C'est pas pour ça. Non? Ça fait du bien de temps en temps. T'sais, le gars, il se dérange, là, il est fâché, puis en disant, mon tabarnak, voilà, mais j'ai une ma chance, tu vas passer au cash. À la météo maintenant, Rudy Jodoin, le temps doux laissera graduellement place au froid. Effectivement, la température ne fera que chuter au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, et ce jusqu'à vendredi. Ce soir à Saguenay, ce sera généralement nuageux, avec une température qui avoisinera les moins 2 degrés Celsius. Il en sera de même pour le Lac-Saint-Jean. Cette nuit à Saguenay, ce sera nuageux. On prévoit quelques flocons avec une accumulation au sol de 1 cm. La température chutera jusqu'à moins 10. Il en sera de même pour le Lac-Saint-Jean, à la différence qu'il fera plus froid pour une température qui descendra jusqu'à moins 13 degrés Celsius. Demain matin à Saguenay, la neige cessera et laissera place à un ciel nuageux en matinée avec une température de moins 13 degrés Celsius, moins 16 dans le cas du Lac-Saint-Jean. Et par la suite, il y aura quelques éclaircies en après-midi. La température descendra à moins 15 degrés Celsius. Et il en sera de même pour le Lac-Saint-Jean. C'est ainsi que prend fin ce web journal. Merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, au revoir.